Bonjour à tous, je suis Fabien Vinquier, MCEPH en psychiatrie à l'Université de Paris, au congrès de l'encéphale 2020, et j'ai le plaisir d'interviewer le professeur Courtet à la suite de la session de la douleur morale à la douleur sociale sur le rôle du système opioïde. Alors nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de la solitude. Quel lien on peut établir entre la solitude et la santé mentale ou plus générale ? Alors c'est vrai, il faut quand même le rappeler, ce 23 janvier 2020 est la journée mondiale de la solitude pour mettre l'accent sur un phénomène qui a été observé, sur lequel insiste l'OMS, qui est la solitude, l'isolement social, tout ce qui nuit au lien social a un retentissement majeur sur la santé. Ça devient un problème de santé publique important en termes de mortalité, pas seulement de morbidité psychiatrique, ça on le sait très bien nous psychiatres, mais aussi en termes de mortalité. Ce qui signifie qu'il faut aller chercher les relations entre le lien social et les conséquences sur la santé, à la fois psychologique, mais également sur la santé physique, de façon à développer la prévention. Pour l'OMS, la déconnexion sociale est devenue un problème aussi important, voire plus, que les fléaux que l'on connaît bien, sédentarité, obésité, tabagisme. L'isolement social, l'exclusion, c'est décrit classiquement comme étant responsable d'une souffrance, d'une douleur. Est-ce que finalement cette analogie est bonne ? Est-ce qu'on a raison d'employer ces mots-là ? Et qu'est-ce qu'on sait des bases neurales ou neurobiologiques de cette douleur psychologique finalement ? C'est vrai que, comme tu le dis, au-delà de la métaphore, quand on se casse la jambe ou qu'on ait le cœur brisé, on a très peu de mots pour l'exprimer et ça finit par se résumer par « ça fait mal ». Ceci s'explique probablement, sur un plan évolutionniste, par le fait que les réseaux neuroanatomiques cérébraux responsables de la douleur psychologique, de la douleur sociale, sont en partie les mêmes que ceux qui sont responsables de la douleur physique. C'est-à-dire que les voies impliquées dans les conséquences émotionnelles de la douleur physique, notamment singulaire antérieure et insula antérieure, sont également responsables de la détresse sociale dans des tâches expérimentales de rejet social. Donc il existe un chevauchement anatomique, ceci étant probablement gouverné en partie par le système opioïdergique. On peut comprendre que ces deux phénomènes finissent par se verbaliser d'une même façon, l'un comme l'autre, la douleur physique comme la douleur sociale, signalant des menaces majeures contre notre intégrité. Ces réseaux et ce phénomène de douleur psychologique, est-ce qu'on le retrouve dans certaines pathologies ? Est-ce qu'il y a des pathologies dans lesquelles ils sont plus spécifiquement impliqués ? Spontanément, on pense peut-être à la dépression, peut-être au suicide. Qu'est-ce qu'il en est finalement de ce lien entre douleur psychologique et ces phénomènes auxquels on est confronté au quotidien ? Alors c'est vrai que les travaux de neurosciences se sont développés considérablement depuis une décennie grâce à l'imagerie fonctionnelle et à des paradigmes qui étudient directement les processus en cause dans le lien social. Ces travaux ont essentiellement été réalisés chez des sujets sains. Mais il existe quelques données qui montrent que chez les patients déprimés, on ait une modification de la régulation du lien social, à la fois en termes de rejet social, mais aussi d'affiliation, par le système opioïdergique et qui soit mal régulé dans la dépression. Ce qui pourrait expliquer que les patients déprimés soient plus sensibles au rejet et moins de propension à aller vers les autres. Dans les conduites suicidaires, c'est un sujet que l'on développe avec Émilie Ollier dans l'équipe et on a pu mettre en évidence, en utilisant un des paradigmes de rejet social, le cyberball game, que les sujets qui présentent une vulnérabilité aux conduites suicidaires, qui ont fait des tentatives de suicide, présentent une sensibilité accrue au rejet social en imagerie, et ceci par rapport à des patients qui ont fait des dépressions mais pas de tentatives de suicide. Donc la douleur sociale pourrait caractériser un sous-groupe de patients déprimés et peut-être davantage les sujets à risque de conduite suicidaire. On pourrait peut-être prédire finalement un risque suicidaire à partir de ce genre d'outils à l'avenir. Alors c'est vrai que c'est un grand challenge, la prédiction du risque suicidaire. On connaît des milliers de facteurs de risque suicidaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un patient donné à un moment donné en face de nous en consultation sur son risque suicidaire ? Pas grand-chose. Donc comment essayer de prédire ou de prévoir pour mieux agir et prévenir efficacement ? Et nos données, notamment sur la douleur psychologique, qu'on évalue avec une simple échelle visuelle, comme font les algologues pour la douleur physique, montrent une association entre la douleur psychologique
et les conduites suicidaires et les idées de suicide, et un papier qui va être prochainement publié qui montre que le niveau de douleur psychologique prédit la survenue d'événements suicidaires dans une étude prospective sur 1 an, alors que le niveau d'idées de suicide et que le niveau de dépression baseline ne prédisent rien. Donc la douleur psychologique, comme tu le dis, pourrait être un facteur à évaluer cliniquement pour enrichir notre évaluation clinique et essayer d'apporter des solutions. Et au-delà de l'aspect clinique, au-delà de l'aspect descriptif, potentiellement prédictif, est-ce qu'on a des thérapeutiques, est-ce qu'on a des moyens d'agir sur cette douleur morale ou sur ce risque suicidaire ? Alors, ceci est évidemment une perspective qui est extrêmement intéressante pour nous cliniciens, et ça a fait l'objet de ta brillante communication, Fabien Vinquier, dans cette session, sur les perspectives thérapeutiques et comment traiter la douleur morale, sociale, psychologique. Eh bien, les pistes sont, puisque il existe un chevauchement neuroanatomique entre douleur psychologique et douleur physique, on peut envisager que des antalgiques efficaces sur la douleur physique soient efficaces sur la douleur sociale. Et donc, on ouvre le champ de recherche sur l'intérêt des molécules opioïdergiques. Une étude a montré, contrôlée contre placebo, a montré que la buprénorphine à très faible dose avait un effet sur les idées de suicide et diminuait la douleur psychologique de façon beaucoup plus importante que le placebo. Et la question de la kétamine, à l'heure actuelle, qui est l'agent le plus intéressant à court terme pour désamorcer les crises suicidaires aiguës chez nos patients, pourrait, entre autres, mais pourrait intégrer un mécanisme opioïdergique. Donc la voie opioïdergique à la fois sur le maintien des relations sociales, mais aussi sur la prévention de l'isolement et de la solitude, nous offre probablement des pistes thérapeutiques pharmacologiques, mais aussi non pharmacologiques. Alors, dernière question peut-être, on parle beaucoup actuellement de la crise des opioïdes, ça fait peur à beaucoup de gens. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter finalement d'utiliser ce genre de thérapeutique et est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le titre de la communication était un mal pour un bien. Est-ce qu'on doit utiliser finalement ces thérapeutiques? Effectivement, la question de la crise opioïdergique, elle est probablement liée à une inflation des prescriptions de molécules opiacées pour traiter la douleur physique chez tous les patients qui sont pris en charge. Et ceci, bien entendu, comme on pouvait l'anticiper, et je crois seulement les psychiatres avaient pu l'anticiper il y a une vingtaine d'années, a pu générer des mésusages, des dépendances. Et effectivement, on assiste aux États-Unis et probablement aussi en Europe, on va essayer de l'étudier en France, à une augmentation de la mortalité liée aux surdoses opioïdergiques, aux opiacés, à la fois aux overdoses accidentelles, mais aussi au suicide. Donc effectivement, l'usage non contrôlé, ou en tout cas quand le système sanitaire se fait dépasser, ça peut induire des problèmes, et on en connaît un certain nombre. Donc ceci ne signifie pas pour autant que l'on doit arrêter de prescrire de la morphine à quelqu'un qui se casse la jambe, et donc que l'on puisse envisager les mêmes stratégies pour des patients qui ont une douleur psychologique qui peut les amener à se suicider. Merci beaucoup, professeur Courtet. Merci à toi.